C'était un type qui avait tué son père, qu'il avait découpé en morceaux, qu'il avait fait cuire dans la cheminée. Tu m'as dit que tu avais travaillé dans l'hôpital le plus dangereux de France. Et comment tu réagis à ce moment-là, quand t'as quelqu'un qui a une hache devant toi, qui est nazi, qui te regarde? Dans mes études de psycho, j'ai été traumatisé par la psychanalyse. Ça ressemble à quoi les hallucinations d'un schizophrène? Comment est-ce que tu fais pour que quand un gars a tué son père et a fait des choses terribles avec ça, comment tu gardes du recul sur ça, quoi? Aujourd'hui, on est là pour parler de psychiatrie. On a un invité spécialiste là-dedans aujourd'hui, Dominique, ou devrais-je t'appeler docteur? Dominique, ça ira. Psychiatre du coup, depuis de nombreuses années. Pour raconter la petite anecdote de comment est-ce qu'on s'est rencontrés, on aura l'occasion de détailler ça plus tard, mais en gros, on est tombé sur tes vidéos avec Charlie, et on a adoré. Enfin, vraiment, on a commencé. Ça nous a fascinés, on a commencé à tout regarder. On a tout regardé, on les a toutes regardées une par une. Et après, on t'a contacté pour te donner des petites améliorations sur comment est-ce que tu pouvais faire pour améliorer ces vidéos, parce qu'on voulait vraiment qu'elles fonctionnent, qu'elles explosent. Et donc, là, aujourd'hui, on se retrouve ici pour un podcast et ça fait vraiment plaisir. Donc là, vas-y, présente-toi. Dis-nous un petit peu ce que tu fais, qui tu es. Je m'appelle Dominique Boyer, je suis psychiatre, j'ai 68 ans. Je travaille à mi-temps depuis, parce que je suis retraité, donc je fais des remplacements depuis 7-8 ans à peu près. J'ai fait surtout une carrière hospitalière, j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 22 ans à être faisant fonction interne. J'étais très jeune à l'époque. Peut-être pas raconter toute ma carrière, parce que c'est long quand même, c'est 41 ans finalement. Non, ça fait beaucoup d'années. 41 ans de psychiatrie. Ouais. J'étais très intéressé par le fait de passer de la plainte, de se sentir victime de ce que les autres nous faisaient, au fait de prendre des mesures, développer des stratégies pour réparer sa vie. C'est-à-dire faire de la consultation psychiatrique, non pas une plainte où on écoute les gens avec empathie, à quelque chose d'un peu plus dynamique où on dit, c'est ça que je vais entreprendre pour réparer ma vie, etc. Donc j'ai travaillé sur le sujet quand même pas mal de temps. Je pense que la plupart des gens se rendent pas compte de ce que c'est que le métier de psychiatre. Ouais. Et ce serait intéressant de commencer avec une anecdote. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager, là, la première qui t'arrive en tête, si je te dis, je sais pas, un truc, peut-être une anecdote qui t'a marqué en tant que psychiatre avec un patient, pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce que c'est que d'être psychiatre. J'ai eu une carrière de psychiatre hospitalier, mais j'ai fait beaucoup d'expertise pénale. Ça consiste en quoi, l'expertise pénale? Ça consiste à voir quelqu'un qui a fait des choses plus ou moins graves et déterminer s'il est responsable de ses actes et déterminer s'il est dangereux. Ok. Où ça consiste. Alors ça peut se faire ça soit directement à son bureau, ou au commissariat de police ou à la gendarmerie, à partir du moment où la personne vient de commettre un acte et c'est le procureur qui dit « Tiens, cet acte est bizarre, est-ce qu'il faudrait le montrer à un psychiatre pour voir s'il doit aller en prison, etc., s'il doit plutôt aller recevoir des soins à l'hôpital ?» Ça, c'est la réquisition. Après, il y a l'expertise normale qui est un peu plus à distance. Voilà, on revoit la personne quelque temps après, que la personne soit emprisonnée ou pas. Et puis après, il y a les expertises de libération conditionnelle, c'est-à-dire pour savoir si la personne peut sortir, peut bénéficier d'un aménagement de peine, peut partir en permission, etc. Et effectivement, il y avait une expertise que j'ai présentée d'ailleurs en congrès, je me souviens, c'était une expertise pénale, c'était un type qui avait effectivement tué son père, qu'il avait donc découpé en morceaux, qu'il avait fait cuire dans la cheminée, qu'il avait, etc. Voilà. Et je me souviens bien, c'était un commissaire de police qui l'accompagnait. Le commissaire était décomposé. Il avait jamais vu ça. Pourtant, il a dû en voir, mais il avait jamais vu ça. Le type avait fait tout ça. Par contre, il aimait bien ses chiens. Donc, avant de se livrer à la police, il avait été mettre ses chiens à la SPA pour qu'on s'en occupe, etc. Il supportait pas le laisser aller de son père. Il supportait pas la dépression de son père. Voilà. Il supportait pas tous les gens qui se laissaient aller, comme les SDF et tout ça. Il supportait pas tout ça. J'ai rien trouvé de délirant, parce que ça entre dans la catégorie des gens qui sont pas délirants, mais qui font des crimes qui sont fous. Voilà. Il entrait dans cette catégorie-là. C'est de la psychopathie à ce stade ou même pas? Même pas. Alors après, ça peut être trompeur. Il peut y avoir des gens qui, à un moment donné, font des crimes abominables et qui commencent à délirer 15 ans après. Voilà. Il n'y a pas de signes qui puissent donner l'idée qu'ils vont délirer justement 15 ans après. Ils paraissent tout à fait normal, entre guillemets. Alors c'était drôle parce que je l'avais vu 5 ans avant, parce qu'il avait volé du mobilier de jardin. Et il avait une grande natte, comme ça. Et j'avais marqué sur mon expertise qu'il avait un côté un peu marginal, comme ça. Il avait été très vexé, parce qu'il voulait pas qu'on le considère comme un marginal. Il a fait ce crime plutôt inattendu. Il était particulier, mais enfin, il était responsable de ses actes, quoi. Il savait ce qu'il faisait, il l'a fait dans l'ordre. C'était rationnel, quoi. Ouais, très rationnel. Il n'y a pas de folie là-dedans. Il est parti en prison, mais
il n'a pas pu rester en prison, parce que tous les autres prisonniers s'en sont pris à lui. Et donc, il a été adressé vers une UMD, unité de malades difficiles, parce que, voilà, il risquait trop en prison, quoi. À moins que son côté anormal se soit révélé en prison, parce qu'à partir de... C'est possible aussi, hein, que ça soit un peu décalé, et qu'au milieu de tous les autres prisonniers, tout d'un coup, il n'ait pas supporté l'ambiance. C'est possible aussi, hein. Je sais qu'il n'est pas resté. Je pense que ce serait intéressant dans le podcast de rappeler peut-être des bases. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que c'est une maladie mentale? Je pense que la plupart des gens ne sont pas vraiment au courant de ce que c'est. Je pense que la plupart des gens ont peur aussi de ce que c'est la maladie mentale. Il doit y avoir plein de croyances autour de ça, etc. Même Ouais. autour des troubles et tout ça. Qu'est-ce que c'est du coup? Ben, ça dépend où on met les limites de la maladie mentale. C'est si on dit, par exemple, si dans l'esprit des gens, ça évoque un délire, par exemple, une folie, quoi, en quelque sorte. Voilà. Alors là, ça restreint beaucoup le champ des maladies mentales. Bon, le champ est beaucoup plus ouvert, hein. En psychiatrie, par exemple, on voit beaucoup de problèmes d'addiction, beaucoup de troubles de la personnalité, beaucoup de délires, beaucoup de dépression, de psychotiques qui sont dits des malades mentaux, enfin, au sens populaire du terme. C'est pas... Alors, pour répondre à ce que c'est en général, donc, une maladie mentale, ben, disons que c'est plus de souffrance que la moyenne, plus de désadaptation que la moyenne. Ça peut être souffrance de soi ou souffrance de l'entourage, bien sûr. Il y a un critère de risque, quoi. C'est-à-dire, bon, la personne est très vulnérable, voilà, ou soit la personne est agressive, c'est-à-dire elle peut s'en prendre à elle-même ou elle peut s'en prendre aux autres. Tu as travaillé dans des environnements un peu extrêmes, où c'était très dur de gérer les patients, etc. J'ai travaillé dans des prisons, dans des prisons avec des longues peines, et en particulier donc dans le quartier d'isolement. Qu'est-ce que c'est le quartier d'isolement? Quartier d'isolement, c'est là où on met les détenus qui peuvent pas se mélanger avec les autres. Puis il y a un quartier disciplinaire où on met les détenus pour les punir, parce que par exemple, ils ont eu une altercation avec des surveillants ou d'autres détenus. Et il y a un quartier d'isolement où on met les gens qui ont vraiment trop de problèmes psychologiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas tenir avec les autres détenus. La prison étant un endroit, enfin les longues peines assez structuré, avec des règles implicites, avec des clans, avec tout ça. C'est sûr que quand on met quelqu'un qui est complètement déséquilibré, qui n'a plus de limites, voilà, rapidement, il est en danger, quoi. Donc on le met à ce moment-là en isolement. Ou on le met en isolement parce que ce qu'il a fait est révoltant pour les autres prisonniers, voilà. Et donc, en général, ce que les gens ont fait, les autres le savent assez rapidement. Donc, à ce moment-là, il est en danger. Moi, ce qui me fascine, c'est que depuis tout à l'heure, tu as l'air d'avoir une façon hyper rationnelle et détachée des situations, très professionnelle, comment tu traites ces choses-là. Et je me demande, toi, comment tu gardes du recul sur ça, quoi. Comment est-ce que tu fais pour que quand un gars a tué son père et a fait des choses terribles avec ça, tu te dises, j'ai pas si mal vécu la situation, quoi. La psychiatrie hospitalière, c'est un truc... ça peut être fatigant au niveau des émotions. On passe dans une chambre d'isolement où il y a des gens qu'on met là parce qu'on ne peut pas les mettre à l'extérieur, c'est trop risqué. Voilà. Donc l'atmosphère est forcément assez tendue. Tout de suite après, on sort de là, on va voir une personne âgée qui ne veut pas manger, qui est alitée, qui ne veut pas manger, donc il faut la prendre tout en douceur. Tout de suite après, on reçoit une famille de patients qui s'inquiètent parce que le fils ne va pas bien ou un truc comme ça. Et ça, c'est 20 fois dans la journée. Ok. Donc on est obligé d'avoir ce recul. On est obligé d'avoir un certain contrôle sur ses émotions. Ouais. Si par exemple on se sent mal, par exemple après avoir été dans la chambre d'isolement, bah, c'est sûr qu'après on sera pas réceptif pour examiner la personne âgée. On va passer à côté de plein de trucs, on va oublier des trucs. Et est-ce que ça tu penses que c'est inné? Tu penses que c'est plutôt une caractéristique que les psychiatres ont et du coup ils vont plutôt aller dans un centre de psychiatrie? Ou est-ce que c'est un peu inné. On t'apprend ça dans ta formation ou tu l'apprends? Non, c'est pas inné. Ok. Moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé comme infirmier pendant les vacances, voilà. Et après, quand j'avais 22 ans, j'avais commencé à faire des remplacements d'internes. Bon, au départ, j'étais impressionné, quoi. J'avais jamais eu en charge des patients. Je comprenais pas. On est longtemps impressionné quand on est jeune. Ouais, puis après, arrivé à un certain âge, on n'est plus impressionné. Donc, c'est l'habitude. Il doit y avoir un côté peut-être déshumanisant au bout d'un moment, à force de voir des gens partir aussi loin dans des maladies. Alors, un peu, peut-être, c'est possible. Parce qu'en fait, on est moins axé sur l'empathie que sur trouver une solution. C'est-à-dire, on a toujours en tête de trouver une solution, même si c'est une solution partielle, même si c'est un pansement sur le moment, on est vraiment basé sur trouver une solution. Voilà. Alors peut-être que ça, quand on cherche effectivement à trouver une solution,
on est un réparateur, donc pour reprendre mes termes, que lorsqu'on est un réparateur, on est peut-être un peu plus impatient, je sais pas, voilà, on écoute peut-être un peu moins davantage les gens parce qu'on a en tête l'idée on a l'idée de trouver une solution, quoi. Voilà. En vrai, tu arrives en quelque sorte à désactiver à la fois ton empathie sans vraiment la désactiver parce que tu as besoin de ça pour comprendre l'autre, je pense, et en même temps, tu arrives à pas être suffisamment. Tu vas comprendre parfaitement comment la personne elle se sent, mais par contre, tu vas pas le ressentir toi non plus. Ouais, tu parles d'empathie cognitive. Ouais, exactement. Empathie cognitive. Beaucoup d'empathie cognitive, la connaissance de Voilà, l'émotion. elle est plus cognitive que... Alors, ceci dit, l'empathie se travaille. Hein. C'est pas quelque chose... L'empathie, ça dépend aussi des termes qu'on emploie. Voilà, l'empathie, ça passe quand même avec le choix des mots dans le langage. Il y a des mots qui accrochent, qui percutent, il y a des mots qui percutent moins. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, qui va avec l'empathie. C'était... je conseillais aux personnes de ne pas employer des mots psychiatriques du genre je suis angoissé, je suis déprimé, mais d'employer plutôt des mots du langage courant qui parlent à l'enfant, du genre je suis découragé. Parce que par exemple, quand on dit je suis découragé je suis trop découragé pour sortir de mon lit, à ce moment-là, c'est quelque chose qui parle et dans l'imaginaire de la personne, elle voit tout de suite l'événement qui l'a découragé. Donc il y a une dynamique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une dynamique qui se crée. Si on dit je suis déprimé, bon, on ne sait pas trop quoi faire. Ou je suis angoissé, on ne sait pas trop quoi faire. Il n'y a pas de solution immédiate. Il y a pas de quoi en parler. C'est pas tourné vers la résolution, quoi. Voilà, c'est tourné vers les médicaments, mais c'est pas tourné vers la résolution. Alors qu'à partir du moment où on dit je suis découragé, bon, on peut dire qu'est-ce qui vous a découragé? Est-ce que ça vous a beaucoup découragé? Est-ce que c'est la première fois que vous êtes autant découragé que ça? On peut commencer à entreprendre une discussion autour du sujet, quoi. Voilà. Et ça, je crois que le choix des mots, ça fait partie de l'empathie, ça. C'est des mots qui parlent à l'être ou à l'enfant, quoi, en quelque sorte. Alors, hier, on a discuté un peu et tu m'as dit que tu avais travaillé dans l'endroit le plus dangereux de France. Dans l'hôpital le plus dangereux de France. Ah oui. Ce que je croyais que l'hôpital, c'est le plus dangereux de France, ouais. Je ne le citerai pas, là. Je le citerai pas, mais oui, c'est un port, en tout cas. Voilà, un port de Normandie. Et à l'époque, je me souviens, il y avait ce qu'on appelle les appels de sécurité. C'est-à-dire, on était une vingtaine d'internes, et quand il y avait un patient qui était dangereux, on venait tous essayer comme ça, on venait comme des videurs, quoi. Voilà, on venait tous pour essayer de le contenir. Moi, j'étais jeune, j'avais 22 ans, quoi. Et donc, 22 ans, 23 ans, quoi. Et donc, ça avait été construit sur des bases humanistes, c'est-à-dire sans chambre d'isolement. Ça veut dire que les patients violents, on pouvait pas les isoler. Ce qui fait que très régulièrement, il y avait des infirmières qui se faisaient agresser par des types violents, et c'est là, effectivement, où il y avait un type qui me faisait très peur à l'époque, qui était un espèce de nazi, qui se faisait des tatouages nazis, tout ça, et qui s'était ramené avec une espèce de hache en face de moi. Sachant qu'il avait des troubles, en plus. Je pense que c'était un paranoïaque. Et comment tu réagis à ce moment-là? Quand t'as quelqu'un qui a une hache devant toi, qui est nazi, qui te regarde? Je sais pas ce que j'ai fait, il est pas resté, voilà. J'étais jeune, donc ce type me faisait peur. Bon, maintenant, je pense qu'il me ferait pas peur, puis je prendrais les moyens tout de suite, les dispositions tout de suite, quoi. Voilà, je saurais quoi faire. Une hache, par exemple? Tu prendrais une hache pour le... Non, mais je pense que je prendrais les dispositions avant qu'il en arrive à ça. D'accord. Okay. Ça, c'est clair. Voilà. Quand tu dis disposition, c'est tu mettrais en sécurité ou tu adopterais une autre posture? Je le mettrais en isolement, je ferai attention à son traitement, voilà, je passerai à la vitesse supérieure, parce que ce type était littéralement effrayant, quoi. On peut pas le laisser terroriser. Je me souviens, le type appelait toutes les 5 minutes dans le service pour dire qu'il arrivait avec une hache. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'était un de mes premiers stages en psychiatrie. Je me suis dit, putain, c'est ça, la psychiatrie, ça va pas aller. Je ferais mieux de faire un sport de combat ou un truc comme ça, parce que je me sens pas. Et après, je me suis aperçu, non, que c'était unique. Non. Ouais. Après, j'ai rencontré, toujours pareil, ça a rapport avec l'âge et maturité. On rencontre des gens qui sont un peu effrayants, voilà, et qui savent qu'on est jeune, donc ils savent qu'ils peuvent nous impressionner. Bien sûr. Ils ont beau être psychotiques, ils savent quand même, ils se rendent compte du rapport de force. Alors là, tu as employé un terme, psychotique. C'est quoi la différence entre une psychose et une névrose? Le névrosé, c'est que la souffrance, ça vient de lui, une angoisse, des symptômes, des phobies, des tocs, des crises d'angoisse, enfin tout ce qui appartient à la névrose.
Voilà. Ok. C'est-à-dire que la personne sait que ça vient d'elle, elle sait que c'est elle qu'il faut soigner en principe, voilà, pour résoudre le problème. Elle est souvent à côté de la plaque quand même, elle se raconte des choses sur les gens, elle est un petit peu, elle a des fausses croyances sur le monde qui l'entoure. Et le psychotique ne pense pas que ça vient de lui, donc il va pas vouloir être soigné. En général, il pense que c'est pas absolu. Il y a des psychotiques qui veulent être soignés. Ouais. Mais il va plutôt penser que ça vient des autres. Par exemple, c'est un complot contre lui, c'est une cabale contre lui. C'est pour ça qu'il est obligé de se cacher, etc. Ou alors c'est les autres qui ont pris possession de lui, qui lui parlent, et qui lui envoient des voix, etc. Et donc, comme il n'a pas les moyens comme il n'a pas les moyens psychiques de faire la synthèse de tout ce qui se passe autour de lui pour arriver à une narration plausible, il va avoir une narration délirante qu'on peut pas croire, qui paraît effectivement délirante, quoi. Il n'a pas tous les moyens cérébraux. On parlait tout à l'heure de conscience, de mettre de mettre le cerveau qui travaille en équipe, en quelque sorte, pour arriver à se faire une représentation à peu près correcte de la réalité. Dans ces cas-là, donc, il va avoir une narration qu'on peut pas croire et qui va paraître délirante. Ouais, tout à l'heure, tu parlais d'autoroutes, comme s'il y avait plusieurs autoroutes dans le cerveau. Et par exemple, un schizophrène, en fait, il avait juste des routes qui étaient bouchées, quoi. Ouais. Et qui prenait donc des détours, ce qui fait qu'il n'arrivait pas aux mêmes conclusions aussi rapidement et qu'il y avait des... Ouais. Alors, il y a beaucoup de théories sur la schizophrénie, hein. Ça, forcément. On a parlé de l'agentivité, de la perte de l'agentivité, par exemple, hier. Qu'on retrouve en hypnose. Voilà, absolument. Perte Ouais. d'agentivité, du coup, c'est le fait, par exemple, d'avoir... Alors, en hypnose, c'est le fait, par exemple, d'avoir une main collée sur la table, Ouais, catalepsie. ouais. Et d'ailleurs, il y a des catalepsies aussi chez des patients qui sont psychotiques. Ça s'appelle une catatonie, ouais. Ou ça s'appelle une catalepsie cirrus. Ouais. Ok, Bah, intéressant. en hypnose, on provoque des catalepsies. Ouais. On vient par exemple coller la main, et c'est à partir Ouais. de ce moment-là, on dit ok, il y a une perte d'agentivité. Ouais. Pour moi, c'est le critère ultime pour Ouais. dire qu'une personne est bel et bien hypnotisée. Si Ouais. j'arrive pas à provoquer une perte d'agentivité, je considère pas qu'une personne est hypnotisée. C'est aussi simple que ça, quoi. Et ouais, et du coup, on retrouve ça aussi. On avait parlé de l'agentivité, puis on avait discuté qu'effectivement, le neurologue Ramachandran là, faisait des... Alors, je sais plus le protocole, mais je sais qu'il y a une main en plastique et il la touche délicatement et le patient le ressent dans sa propre main. Ce qui fait que l'agentivité, c'est un truc très... ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, c'est assez fragile. Pour revenir aux autoroutes, il y a beaucoup de théories, mais moi, j'aime bien cette théorie. Je trouve qu'elle est cohérente, c'est-à-dire plus les neurones sont gros et plus ils sont fragiles. Ok. Ouais. Donc, tous les neurones qui font toute la circulation de la tête et qui permettent donc de coordonner tous les modules en même temps, parce qu'on pense avec des modules. Quand on a tous les modules, à un moment donné, ils sont fragiles. Donc, c'est pour ça que la pensée des psychotiques se perd. Il a ce qu'on appelle des fading en anglais, c'est-à-dire peu à peu, il y a la pensée qui s'amenuise et tout d'un coup, il a une rupture comme ça dans le contact. Il a une rupture dans le fil de ses idées. Et voilà, j'avais pris l'exemple. C'est comme si, pour une raison ou une autre, il y avait une grève des autoroutes en France. Et à ce moment-là, les gens se perdraient dans les routes secondaires pour circuler. Des fois, ils se retrouveraient par hasard, comme ça. C'est le moment où la pensée, où le psychotique retrouve un peu. Tout d'un coup, il sort de son barrage, comme ça. Puis tout d'un coup, il répond à la question. 15 secondes après, mettons. Voilà. Et donc, il retrouvait son chemin à ce moment-là, mais... Ça dure pas forcément très longtemps. 15 secondes, ça fait quand même à peu Ça près... fait un gros silence, hein. T'imagines 15 secondes Vous voulez qu'on laisse 15 secondes de silence Vous 15 voulez secondes pas de silence. 15 C'est secondes, super long. ouais. Et ça arrive que parfois, du coup, ça ne revienne jamais non plus, quoi. Il n'y a pas de réponse, ça peut arriver, ça aussi. Comment ? Que la personne, du coup, juste ne reconnecte jamais et que ça switch. Oui, ça peut arriver que la personne ne réponde pas du tout, bien sûr. Ouais. Ça se perde, quoi. Tu m'as aussi dit que tu avais travaillé en Guyane. Oui, j'ai travaillé en Guyane. J'ai travaillé beaucoup dans les îles. J'ai fait beaucoup de remplacements dans les îles. J'imagine que c'est pas du tout pareil qu'en métropole. Ça doit être Non, complètement alors la différent. Guyane, c'est très différent. J'ai travaillé en particulier dans le service. On mettait les gens les plus dangereux. Toujours très dangereux, quoi. Et ça n'a jamais Voilà. été très tranquille, le travail, quoi. C'est jamais Si, été si, calmé, si. peinard. Si, Ah, si, parce que j'ai fait des remplacements cliniques où c'était tranquille, peinard, Ok. etc. Mais quoi. parfois, il fallait Voilà. un peu de danger, quoi. Mais bon, là, effectivement, la Guyane, c'est beaucoup de gens qui viennent d'Amérique du Sud, qui sont là. Même les gens qui vivent en Guyane, il y en a beaucoup qui parlent pas français, qui parlent un broken English, en fait, voilà, un anglais cassé à leur façon. Ok. Voilà. Et donc, c'est très différent. Personne n'est à la sécurité sociale, bien entendu. Et c'est très difficile Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent un dialecte. Alors, on est obligé d'avoir un traducteur, parce qu'il y a je sais pas combien de dialectes
Obligé d'avoir un traducteur qui vient traduire. Et oui, enfin, c'est une expérience quand même qui est quand même difficile, pas pour moi, hein. Mais Ok. par rapport à ce que le peu de choses qu'on peut faire pour les patients, je sais pas si j'aurais envie de recommencer. Oui, il y a le barrage de la langue, il y a le barrage aussi de ce qu'ils ont fait. Souvent, ils ont fait des trucs assez violents. Puis il y a pas l'infrastructure. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont soignés, il faut pouvoir les suivre au CMP, faut pouvoir leur faire des injections retard pour les maintenir dans un état à peu près normal. Et tout ça, ça n'existe pas. Ouais. Voilà, la psychiatrie, C'est suivi. c'est avant, après, suivre les gens. En psy, il y a 40 000 places maintenant. Voilà, il y en avait en 80, je crois qu'il y en avait le double, 80 000. Comment ça se fait? Qu'est-ce Et qui se passe? le problème n'a pas été divisé de moitié pour autant, non? Je suppose. Voilà, ils sont suivis à l'extérieur. Voilà, ils sont suivis à l'extérieur avec quand même avec des gens qui se plaignent qu'il y a pas assez de place dans les hôpitaux. Parce que j'ai l'impression que pour être psychiatre, il faut quand même savoir, même accompagnant, peu importe, il faut avoir cette capacité on en parlait un petit peu hier, cette capacité à s'effacer pour vraiment laisser Ça, c'est pour une l'autre psychothérapie, oui. en psychothérapie. Ça a dû t'apprendre quand même pas mal de leçons sur la communication, sur l'être humain, sur... Ouais, ça m'a appris à pas trop de porter de jugement. Voilà. À prendre les gens comme ils sont. À pas être outré facilement par un comportement, par une conduite. Plutôt des l'échange de la tolérance, à écouter. Il paraît qu'il y a des gens qui m'avaient dit qu'ils étaient étonnés que je les écoutais. Alors c'est sans doute une formation professionnelle. Le fait que je les écoutais, je leur posais des questions, je cherchais pas moi à parler de moi-même, à la ramener, je les écoutais quoi. Alors je suppose que c'est une habitude professionnelle que j'ai. Voilà. Après l'inconvénient c'est qu'on a tendance à chercher des solutions. Voilà. Alors je sais pas si c'est un inconvénient, mais bon. Ça a dérangé certaines personnes parfois que tu sois toujours porté vers la solution plutôt que juste sur l'écoute passive. Oui, ça, oui. Ça m'est déjà arrivé que effectivement, mais on m'ait fait cette remarque-là que j'avais tendance effectivement à chercher des solutions. Peut-être le sous-entendu, c'est trop vite, peut-être trop tôt, je sais pas. Oui, c'est ça, trop vite ou trop tôt, oui, Ouais, sans doute, ouais. ouais. C'est possible, ouais. Et c'est Oui, vrai parce que- qu'en fait, psychiatrie, ça va vite. Une consultation, c'est tous les quarts d'heure pendant, on en voit 15, par exemple. Ah ouais, tous les quarts d'heure. Oui, Ça c'est tous les quarts enchaîne d'heure. comme ça. Ouais, on enchaîne. Et en plus, on reçoit des coups de téléphone pour d'autres problèmes entre-temps. Et donc, faut aller très vite. Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a j'imagine. beaucoup de monde dans les consultations. Ouais. Non, c'est dingue, tous les quarts d'heure, j'avoue, ça me paraît... Ça doit être hyper fatigant, j'arrive même pas à imaginer, quoi. Alors oui, il y a des patients qui n'ont pas envie de parler, qui viennent là juste pour qu'on leur renouvelle les médicaments, où on les connaît bien. On sait que c'est juste un rapport, je sais pas, on va dire d'affection réciproque, puis c'est tout, voilà. On se congratule, tout ça, ça va vite. Voilà. Il y a d'autres patients, c'est plus embêtant parce que c'est la première fois qu'ils viennent, donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont, on ne sait pas ce que ça cache, on ne sait pas, voilà. Mais il n'empêche qu'on est quand même obligé d'aller vite. Ok. Un jour, j'avais demandé à un psychiatre que j'avais rencontré, parce que je donnais un cours d'hypnose dans une école d'infirmiers. Et un psychiatre qui est passé, je lui ai dit, est-ce que tu as une théorie que tu utilises le plus au quotidien dans l'hôpital? Et puis il a un petit peu réfléchi, et il a dit, la théorie que j'utilise le plus, c'est la théorie du seuil de vulnérabilité au stress. Je me souviens, il y avait un tableau comme par hasard, et il commence à me faire un schéma, comme ça, il me dessine le truc, il me dit, alors on a tous une résistance au stress moyenne, et il y a aussi des stratégies qui permettent on connaît chacun des stratégies qui nous permettent de soit augmenter, soit baisser le stress. Et en fait, quand on vient au-dessus de notre seuil de vulnérabilité, eh ben on développe des maladies, c'est vrai. des maladies mentales. C'est vrai, c'est pas idiot, ouais. Et du coup, ce qui m'expliquait, c'est que dans l'hôpital, l'objectif, ça va être de faire en sorte que le stress soit diminué au maximum, et par la psychothérapie, apprendre des stratégies pour augmenter le seuil de vulnérabilité, pour jamais qu'on tape le plafond de stress et que ça l'explose. Ça va bien avec ce que je fais, réparer sa vie, c'est-à-dire éviter effectivement d'être emporté par le stress, qui a pour conséquence donc de faire décompenser un certain nombre de maladies mentales, oui. Exactement. Oui, c'est vrai. Et du coup, il m'expliquait, pour revenir à ma question quand même, que les médicaments, ça sert normalement à baisser rapidement le stress quand le plafond il a été explosé, parce que parfois, il m'explique que parfois, il a été explosé à ça, mais parfois il a été explosé à énormément. Et donc, les médicaments, ça va permettre de baisser le stress immédiatement, sur le court terme, pour ensuite avoir le temps de faire de la psychothérapie derrière. Et du coup, je me dis, normalement, ça devrait pas servir.
quand je vois des gens qui sont sous antidépresseurs, par exemple, depuis 3 ans, c'est pas normal, non? C'est peut-être un peu étrange. Qu'est-ce que tu penses, toi, de comment sont prescrits les médicaments en France, etc. Comment sont prescrits les médicaments en France? Pour reprendre ce qu'il disait, je trouve ça bien, oui, comme dénominateur commun, je trouve ça bien trouvé, oui. En principe, on a un mécanisme de feedback. Voilà, on est stressé pour quelque chose. Voilà, on est stressé parce que on vient de marcher sur une branche. On a cru que c'était un serpent. On s'aperçoit que on a un coup au cœur. On a peur. Puis après, on s'aperçoit que c'est pas un serpent. Donc, il y a un mécanisme de feedback qui fait qu'on stoppe tout. On stoppe la panique. Voilà. C'est une contre-alarme en quelque sorte. Mais il y a des individus chez qui ça marche pas. Et donc, ça continue à stresser. Donc, ça fait des ravages. Voilà, ça fait des ravages dans le corps humain. Parce qu'en fait, il y a le stress, au départ, c'était pas un concept psy, hein, c'était un concept médical. C'est-à-dire, c'est un concept qu'on utilisait pour les grands brûlés, par exemple, ou des choses comme ça. C'est-à-dire, c'était la manière dont le corps réagit à une agression extérieure. Donc, c'est pas la maladie elle-même, mais c'est la manière dont le corps réagit à une agression extérieure. Très physique, du coup. Oui, c'est très physique. C'est très pardon. physique, le stress. Hein. Ouais, très physique. C'est l'hypophyse qui déclenche les corticosurrénales, qui déclenche l'adrénaline, qui déclenche tout ça, le cortisol. Et après, une fois que le danger est passé, tout ça, il y a un mécanisme de rétrocontrôle, ça remonte et ça annule donc tout le processus, ça arrête le processus. Donc je trouve ça assez intéressant, ouais, comme idée générique, disons. Qu'est-ce que tu disais? Après, je me souviens plus. Ah oui, les médicaments. Médicaments, ouais. Ah, les médicaments. Que moi, je suis pas très médicament. Alors, je suis pas contre les médicaments, hein, bien entendu. Hein. Voilà. Mais je veux dire, ma consultation, c'est pas, ça consiste pas à changer un médicament. Est-ce que tu n'es pas payé par Big Pharma? Ah, Les complotistes dans les commentaires. là, ça, il y a beaucoup de complotisme dans les commentaires. Il faut savoir que on utilise beaucoup de médicaments qui existent depuis 50 ans, donc et qui sont à la limite de la rupture du stock. Parce que les médicaments ont pas énormément évolué quand même depuis 1960-65. Voilà, il y a eu une grande révolution des médicaments qui fait que les HP se sont vidés. Voilà, mais après on n'a pas changé de paradigme pour l'instant au niveau des médicaments. Parce que je crois que la France, on est un des pays qui consomme le Ouais, plus je sais pas d'antidépresseurs. pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi. La France consomme beaucoup de médicaments. Je sais pas. Je sais même pas si un jour j'ai lu une réponse sociologique par rapport à ça. Il y a des psychiatres qui prescrivent beaucoup de médicaments, plutôt la nouvelle génération, voilà, qui prescrivent beaucoup de médicaments, qui changent souvent de molécules, qui connaissent bien les médicaments, d'ailleurs, qui connaissent bien les effets secondaires, etc., voilà. Et il y a des patients qui demandent aussi beaucoup de médicaments. Oui. Il y a des patients qui ont envie de parler, voilà. Mais il y a des patients qui n'ont pas envie qui ont pas spécialement envie de parler, qui ont envie d'avoir un médicament qui les soulage, quoi. Alors, je sais pas s'il y a des choses particulières à dire sur le sujet. Oui, sinon, en France, on en prescrit beaucoup. Pour une raison que j'ignore. Est-ce que c'est pas lié au fait que ce soit aussi très accessible en France, peut-être? Peut-être un problème de remboursement. Je sais pas si dans les autres pays, ça rembourse autant. Ouais, c'est pour ça, je pense qu'en France, on est bien remboursé, on a fort Ouais. accès, et je pense que, je sais pas, c'est une théorie, hein, mais On est bien remboursé, ouais, c'est peut-être sur ça. les médicaments. Peut-être que ça joue sur ça, en tout cas. Et du coup, toi, ça serait quoi ta théorie, en tant que psychiatre, que tu aurais le plus utilisé dans ta carrière? Est-ce que tu as un paradigme que tu utilises beaucoup dans ton métier? Genre tous les jours, tu l'utilises. C'est un truc qui va vraiment te servir au quotidien, un outil que tu utilises au Oui, quotidien. maintenant, c'est réparer sa vie. Et ça consiste en C'est-à-dire, quoi? ça veut dire que on a tous des émotions. Moi, j'appelle ça plutôt des sentiments, parce qu'on est des humains. Donc, c'est pas des émotions qu'on a, mais c'est des sentiments. C'est quoi la Ouais, différence? c'est ce que je veux dire, c'est quoi la Les diff- sentiments, c'est vis-à-vis de personnes. Les émotions, c'est borgne. Les émotions, c'est difficile à travailler une émotion. Voilà. Mais alors qu'un sentiment, par exemple, j'aime pas comment les gens me traitent, j'aime pas ce qu'ils me font. C'est un sentiment. C'est un sentiment. Voilà. Et une C'est émotion- c'est une forme de misanthropie, par exemple. Si j'aime pas comment les gens me traitent, c'est une forme de misanthropie. C'est un sentiment qu'on a vis-à-vis des gens. Ça, on peut le travailler. Ça, on peut dire, bah oui, mais finalement, vous exagérez parce que les gens sont pas si méchants que ça, ou vous avez bien des gens qui vous ont rendu service et de qui vous parlez, spécialement quand vous dites ça. Voilà. Ça, ce sont les sentiments. Une émotion, ce serait par exemple la peur qu'on va ressentir à un instant T, et du coup le sentiment serait plutôt l'histoire qu'on se raconte par rapport à cette peur, et donc on peut travailler l'histoire, alors que l'émotion en elle-même, Alors, Bah, la peur, c'est rare. C'est un sentiment qui est rare. On a plutôt de l'anxiété, qui serait à la limite une peur de ce qui pourrait arriver dans l'avenir, mais c'est pas sûr.
Et on a l'angoisse qui, à mon avis, qui est très fréquent, qui correspond pas à une peur, malgré ce qu'on raconte, mais c'est un sentiment d'oppression. Bon, c'est un sentiment d'oppression, c'est-à-dire dans mon langage à moi, hein, dans mes propres conceptions, c'est-à-dire je dois faire quelque chose pour réparer ma vie. Les autres je suis en colère contre les autres, ou j'en veux aux autres parce qu'ils m'ont mis dans une situation que je dois réparer. Voilà, dans l'avenir, toujours, parce que je pense que la majorité de notre vie psychique est tournée vers l'avenir. Donc je dois réparer ça et j'ai pas envie de le réparer. Je refuse de me compromettre, j'ai pas envie de réparer ce que j'ai à réparer. J'ai pas envie de faire les démarches, etc. Donc je ressens une oppression interne qui fait que on m'oblige à faire ce que j'ai pas envie de faire. En somme, moi je pense que l'angoisse, ça se rapprocherait davantage de ça plutôt que d'une peur. Ok. C'est pareil, on dit angoisse, mais enfin angoisse, ça comprend tellement c'est tellement de vécus différents. Mais il y a au moins une partie des angoisses, disons, qui à mon avis relève plutôt de ça, d'un sentiment d'oppression, et non pas de peur. C'est important parce que si jamais c'est pas de la peur, si on parle aux gens de la peur, ça va les mettre sur une voie de garage, quoi. Ça va mener à rien. Voilà, c'est important d'essayer de trouver comme disait Camus, je crois, c'est mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au malheur. Ouais, est-ce que tu as des pathologies psychiatriques qui te fascinent ou qui t'impressionnent plus que d'autres? Oui, bien sûr, oui. Ce qui m'impressionne le plus, je crois que c'est la schizophrénie, oui. Très souvent, les gens, quand on leur dit schizophrénie, ils vont se dire dédoublement de la personnalité, alors que c'est pas du tout ça. Non. Qu'est-ce que c'est, du coup, la schizophrénie? C'est une maladie mentale qui se déclare classiquement vers les 18 ans, entre 18 et 25 ans, avec éventuellement quelques vécus avant dans l'enfance qui pourraient évoquer des bizarreries de comportement. On pense de plus en plus à un problème de développement du cerveau, mais ce problème de développement du cerveau deviendrait patent à l'adolescence, c'est-à-dire au moment où il y a une surcharge de l'individu. Il y a une surcharge sexuelle, il y a une surcharge de prendre des responsabilités, et c'est au moment-là que ça se déclencherait. Ça se déclenche souvent à la fac aussi, à partir du moment où la personne se trouve dans un endroit où il connaît personne, où il se sent isolé, il voit des gens qui arrivent de tous les horizons. Ça crée du stress? Oui, ça crée du stress, oui, bien sûr. Souvent, ça se déclenche avec du stress, comme la maladie bipolaire, ça se déclenche avec du stress, etc. Voilà. Et donc, ça commence classiquement, à partir de cet âge-là. Il y a plein de formes cliniques différentes. Certains sont très inhibés, certains sont très délirants, à tel point qu'il y a des gens qui voudraient faire éclater ce concept de schizophrénie, en disant que c'est pas une seule maladie, mais c'est plusieurs maladies différentes. Oui. Parce que ça consiste en quoi, la schizophrénie? Si là, par exemple, hop là, on claque du doigt, je deviens schizophrène. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je pense que c'est question très étrange. Hein. Très différé, je pense. Surtout, il y a beaucoup de possibilités, je pense, du coup. Ouais, c'est vrai. Alors, ça peut se faire sur un claquement de doigts, c'est-à-dire ça peut commencer par un délire surprenant, qui se prépare en 3-4 jours ou 15 jours maximum. Ça commence par un délire comme ça, alors que personne s'y attendait. Un délire, c'est-à-dire la personne commence à entendre des voix, parce que du coup, ça passe par des hallucinations. Voilà, quoi. C'est un délire complet. La personne entend des voix, elle est confuse, elle a des troubles de l'humeur, son humeur est changeante aussi. Donc le délire change selon son humeur est up ou down. Voilà. Et souvent, peut-être la personne a pris du shit en même temps, ou de la coke, ou un truc comme ça. Le shit, c'est assez fréquent. Souvent, ça peut être ça aussi. Ça peut compliquer les choses. Ça peut être déclenché. Bon. C'est pas le shit qui va provoquer la maladie mentale, mais ça déclenche. Et ça déclenche un accès délirant. Et alors, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une bouffée délirante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'enfermer ou de la mettre à l'abri parce qu'elle contrôle plus rien, quoi. Il peut se passer n'importe quoi. Ah ouais, c'est à ce moment-là. Ah oui, il peut se passer n'importe quoi. Et à ce moment-là, on attend un peu, on donne des médicaments, bien sûr, pour calmer le délire. Bon, si c'est uniquement un problème de drogue, en général, en 24 heures, la personne récupère, 48 heures, quoi, maximum. Soit la personne, elle a un délire, et donc elle répétera une fois ou plusieurs fois un délire, mais entre-temps, elle sera normale. Elle reprendra à peu près ses esprits. On dira qu'elle est vulnérable. Okay. D'accord. Voilà, c'est ce qui est déjà très étonnant. Voilà. De pouvoir revenir à ce stade-là et de repartir. C'est quand même très étonnant déjà. Ouais. Ou soit la personne entre effectivement dans la schizophrénie. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'était hyper intéressant. Avant qu'on commence le podcast, il y a un gros problème avec ce podcast, c'est que on commence à discuter avant d'allumer les caméras, on parle de trucs super intéressants. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait de ça, et c'est un truc qui j'ai l'impression que ça a toujours impressionné.
c'est à quel point des gens peuvent partir dans des délires Ouais. extrêmement loin, extrêmement... après, ils peuvent revenir à eux, quoi. Ils peuvent redevenir, entre guillemets, rationnels. Alors, juste avant de te dire ça, il y a aussi des entrées qui sont insidieuses dans la schizophrénie. Ça commence pas par un délire, mais ça commence par des bizarreries de comportement, un isolement social, un goût pour des activités bizarres, une brusque rupture avec les copains, une brusque rupture, on comprend pas tellement. Les gens comprennent pas ce qui se passe dans la tête de leur enfant. Et voilà. Et là, ça peut survenir de manière insidieuse. Okay. Voilà. C'est un peu les deux formes, voilà. Et après, c'est quand même quelque chose qu'on va garder quand même toute une vie. Donc, il va falloir qu'on trouve les bons médicaments qui permettent qui calment la personne, mais qui l'abrutissent pas, qui lui permettent, par exemple, de trouver une occupation ou un job, d'avoir un copain, une copine, voilà. Voilà, trouver un équilibre. Les délires, ça m'a toujours, je trouve ça très étonnant. Je ne comprends pas comment les gens arrivent à se mettre dans un état comme ça et ensuite revenir à un état des fois normal. Ouais, on ne sait pas du tout qu'ils sont délirés. Voilà. Et être incapable après de raconter ce qui s'est passé. Parce que moi, évidemment, je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé si vous êtes arrivé pour mettre un tas? Comment vous avez pu vous prendre pour les forces spéciales américaines, comment vous avez vu vous prendre pour un mec de la CIA? Vous l'avez affirmé comme ça. Le type répond, non, je me souviens pas bien. Peut-être qu'on avait dû me le dire ou voilà. Ça me fait penser à l'amnésie en hypnose. Hein. Ça me fait vraiment penser. Est-ce que c'est l'amnésie? Est-ce que c'est des réticences? Je sais pas. Ça me fait penser vraiment à la suggestibilité, quoi. Ouais. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand on hypnotise quelqu'un, on peut l'amener dans des délires. Voilà. Enfin, moi, ça me surprend pas, tu vois, qu'il y ait des gens qui puissent partir dans des délires comme ça, invraisemblables, et puis revenir à eux et trouver ça normal ou se dire, je sais pas trop comment je suis parti là-dedans. Parce que des fois, c'est flagrant. Ce serait bien que tu viennes un jour à une sortie d'hypnose. Ouais. On a fait des vidéos là-dessus sur la différence entre une psychose et une dissociation mentale. Ok, ça m'intéresse. C'est quoi du coup? Dissociation mentale, on pense que c'est donc d'origine traumatique. Des personnes donc qui ont ça, je sais pas si on peut parler de propriété du cerveau, de particularité du cerveau. Effectivement, donc d'un moment donné, d'avoir ce qu'on appelle la dépersonnalisation ou la déréalisation, c'est-à-dire tout d'un coup, ils ont l'impression, s'il y a une perte de l'agentivité, de ne plus être l'acteur de leur vie, ou d'avoir l'impression que le monde autour est irréel, que c'est absurde, que c'est voilà. On rapproche ça effectivement là on rejoint l'hypnose, de la transe, des trucs comme ça. Donc apparemment, oui, le cerveau a la capacité de se dissocier de la réalité. Mais ça, c'est pas la même chose qu'un schizophrène. C'est pas la même chose qu'un délire. Ouais, j'imagine que ça doit être une autre dissociation complètement différente. Voilà. Ça, tu peux avoir c'est un problème fonctionnel, en somme, du cerveau. Ce cerveau qui se met dans certains états qui sont très surprenants, hein. Mais ça commence avec le fait, par exemple, d'être absorbé par une idée, par exemple, une idée fixe. Et de plus, par exemple, on reçoit un choc, par exemple, quelconque, on nous dit une mauvaise nouvelle, je sais pas, moi, t'as telle maladie ou t'es licencié, tout ça. Alors du coup, on est complètement obnubilé vers cette idée et on fait plus attention aux voitures, on manque de se faire écraser. Par exemple, on peut être obnubilé par ça. Voilà, ça commence, à mon avis, sur des choses comme ça. Il y a la dissociation mentale, voilà. Mais ça, c'est très différent, en fait, de la schizophrénie. Où là, c'est pas des gens qui sont dissociés qui reviennent comme ça. Non, ils ont été vraiment délirants, ou la plupart, hein. Des fois, ça peut prêter à confusion, hein, quand on voit quelqu'un qui fait un accès délirant qui dure 3 jours. On ne sait pas trop si c'est délirant ou si c'est de la dissociation. Ouais, voilà. Quand ça dure plusieurs mois ou une grosse durée, forcément. En général, ça ne dure pas 3 jours, ça dure plus longtemps. Voilà. Et en général, c'est vraiment strictement un délire. Ah, c'est vrai que c'est compliqué de faire des nuances entre tous ces trucs-là. Hein, et en même temps, est-ce que tu pourrais rester... Des phénomènes qui se ressemblent. Ouais, c'est ça, mais si tu laisses quelqu'un sous hypnose pendant plusieurs semaines, c'est impossible, tu vois, de laisser quelqu'un dissocié pendant plusieurs semaines. A priori, de ce qu'on sait, non, c'est très compliqué. En fait, c'est comme si sa réalité d'origine l'a rattrapé à un moment donné, quoi qu'il arrive. Donc, parce que voilà, on hypnotise des gens, en fait, on leur coupe de leur réalité habituelle. Donc, imagine, là, j'ai 25 ans de réalité derrière moi, on m'hypnotise. Au bout d'un moment, cette réalité me rattrape, forcément. Même si je laisse quelqu'un par terre sous hypnose, au bout d'un quart d'heure, la plupart des gens vont se réveiller, quoi. Mais j'ai déjà eu des soucis avec des gens qui sont restés parfois plusieurs heures en hypnose. Justement, j'ai l'impression que c'est... alors, ces personnes-là qui restent bloquées sous hypnose, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai l'impression qu'il y a un trouble derrière. Dernièrement, alors, c'est des amis hypnotiseurs, j'étais pas présent, qui m'ont raconté une anecdote. Il y avait une personne de leur groupe qui était extrêmement sensible à l'hypnose. Ils l'ont même pas hypnotisée. Elle a juste vu l'hypnose, des gens faire de l'hypnose de rue.
et elle tombe en transe. Et ils ont pris 4 heures pour la ressortir. Impossible. Elle était comme évanouie, quoi. Et après, en fait, ils l'ont ramenée dans un appartement. Elle a dû faire une nuit de sommeil, s'est réveillée le lendemain. Ben, c'est peut-être ces personnes donc, qui ont des propensions à la dissociation mentale qui, effectivement, à ce moment-là, réagissent. De manière. Ça m'est arrivé aussi en spectacle. Peut-être. À la fin de mon spectacle, je fais un tout petit peu d'hypnose. Je termine le spectacle, je rentre, je veux voir les gens dehors. Et là, il y a une personne qui vient voir en me disant, gars, j'étais dans le public et je suis tombé sous hypnose. Alors que t'as vu mon hypnose de fin, elle est extrêmement légère, il n'y a pas d'induction. Non, mais Il n'y a rien. C'est Et la 15 personne secondes. était vraiment en mode, il se passe un truc de ouf. Elle m'a C'est- envoyé un message sur Instagram le Non, mais lendemain en me c'est disant, dingue. C'est dingue. Ça me fascine. C'est Il y a fou. des gens vraiment qui ont une mais capacité c'est- à. ouais, énorme réceptivité, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est carrément différent ouais, d'un trouble vraiment maladif Oui, de oui, c'est- schizophrénie. Oui, ça n'a rien à voir avec un délire. quoi. J'ai l'impression que c'est presque. Enfin, la schizophrénie, c'est presque physiologique, quoi. C'est presque au niveau neuronal. Il y a un changement, il y a un. Oui, c'est ça. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Bon, il y a des facteurs psychologiques. Hein. Peut-être un facteur déclenchant. Je sais pas, ça peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise. Les deux, pourquoi pas. Hein. Je sais pas ce qui peut se passer. Enfin, bon, il y a quand même une part, effectivement, de désordre physiologique qui peut être passager ou qui peut durer très longtemps, qui peut durer qui peut passer à la chronicité, qui peut rester qu'il y a des gens qui délirent pendant toute leur vie, quoi. Et tu disais que la schizophrénie, ça arrivait en général assez tard, entre 18 et 25 ans, c'est quelque chose comme ça. Oui, ce qui est tôt pour une maladie Ce qui est quand mentale. même ce qui est très tôt pour une maladie, ok. Et est-ce que tu penses que du coup c'est inné ou c'est vraiment dû à un trauma à l'enfance ou est-ce que ça peut être les deux? J'ai pas cette info-là, je suis pas assez renseigné du tout. Bah, moi, je pense que c'est physiologique. Alors, avant, quand j'ai commencé la psychiatrie, on était assez peu avancé en neurosciences. Bon, les neurosciences, c'est très limité. On disait que c'était un déséquilibre entre dans les neurotransmetteurs, voilà. Et tous les médicaments étaient trouvés de manière empirique, comme ça, parce que finalement, ça agissait sur sérotonine, noradrénaline, dopamine, etc. Voilà, ils agissaient là-dessus. Et on arrivait empiriquement à quand même à stopper les maladies quand même. Empiriquement, c'est-à-dire. Tu testes et tu testes, tu dis avec telle substance, il se passe Tu tel veux phénomène. appliquer la substance pour soigner quelqu'un d'autre. C'est souvent comme ça que ça s'est fait. Hein. Pour soigner quelque chose d'autre, tu t'aperçois que le type est moins psychotique, par exemple. Tu soignes un psychotique pour quelque chose, tu t'aperçois qu'il est moins psychotique. Alors tu dis, bah tiens, voilà, comme par exemple le largactile, ça a été trouvé comme ça. Comme c'est utilisé comme anesthésiste, on s'est aperçu que ça stoppait la maladie mentale. Donc c'était comme ça. À cette époque-là, on savait pas trop, c'était comme ça, c'était limité. La psychiatrie, c'était très psychologique. On pensait, par exemple, on a fait une vidéo là-dessus, on pensait qu'on a appelé le bûcher des mères, on pensait que dans beaucoup de maladies, c'était la faute des mères. Voilà, par exemple, dans la schizophrénie, dans l'autisme, c'était la faute des mères. L'une était trop envahissante, l'autre était trop négligente, elle abandonnait son gamin, elle s'en occupait pas assez, etc. Voilà. Et on pensait que ces maladies étaient des espèces de refuges, donc contre le monde hostile qui avait été initié par la mère. Voilà. Et on pensait, par exemple, que le gamin avait pas réussi à rompre la relation fusionnelle avec la mère. Le père c'était pas donc qui avait pas interrompu cette relation. Donc il n'avait pas accès au symbolique, etc., etc. Donc il pouvait pas lire la réalité comme nous on lisait la réalité. Et presque psychanalyse du coup, il y a peut-être un lien avec. Voilà, un truc c'était ça. ouais. C'était ça qui était principalement en France en tout cas, Ouais. parce que la France c'était un peu le pays de la psychanalyse en France. Voilà. Ah, ça l'est D'ailleurs, toujours. à hein. la fac, Ouais. de ce Ça que j'ai l'est compris, toujours, Ça l'est toujours un peu moins, mais Ouais. ça l'est toujours. Ouais. c'est vrai que c'est beaucoup moins. Maintenant, quand on parle de Freud, il y a quand même plus de controverses, quoi. On a Voilà. un peu plus de recul. Bon, Un moi, peu plus de controverses. Et on avait dit effectivement qu'à l'époque, c'est très curieux, on a parlé de dissociation mentale, et il y avait Janet, du temps de Freud, en 1880, par là, Qui parlait de la dissociation. qui avait fait un livre sur l'automatisme mental, donc où il parlait beaucoup de dissociation. Et Janet, finalement, a été repris par les Américains, mais en France, on s'est plutôt rangé du côté de Freud. Alors, est-ce que c'est le goût, hédonique de la France pour la libido qui a fait que culturellement, on s'est senti plus d'acquaintance avec Freud qu'avec Janet, c'est possible. Enfin, tout ça pour dire, voilà, qu'à l'époque, donc c'était plutôt ça, et maintenant, effectivement, les neurosciences ont avancé. Qu'est-ce que tu me disais déjà sur sur les neurosciences par rapport à maintenant? Ouais, c'est l'origine de la schizophrénie, c'est Voilà, ça. l'origine. Est-ce que c'était inné ou plutôt Voilà, c'est développé avec un trauma ou... Alors moi, il y a plein de théories, évidemment. Il y a plein de gens qui se penchent sur le sujet. Voilà. Et à un moment donné, il y avait par exemple une théorie neurodéveloppementale
qui pensait qu'il y avait un manque, qu'il y avait un défaut de migration des neurones pendant la grossesse. Et ce défaut, donc, restait latent pendant l'enfance et se déclenchait, en fait, à l'âge de 20 ans, quoi, ou à l'adolescence, du fait, justement, de la surcharge des responsabilités, de la surcharge du fait qu'il fallait quitter ses parents, enfin, des conditions psychologiques un peu plus difficiles, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on oublie, mais c'est quand même dur, hein, l'adolescence. Hein. Oui, c'est très dur. Pour notre corps, pour le changement des hormones, pour tout ce qui vit même. Ouais, c'est très dur. C'est super violent. Hein. Ouais. Et puis là, c'est très physiologique. C'est pas seulement psychologique. C'est vraiment un problème d'hormones, beaucoup un problème d'immaturité du cerveau. Voilà. Ça ressemble à quoi, du coup, les hallucinations d'un schizophrène? Donc, il y a deux sortes d'hallucinations. Il y a les hallucinations sensorielles et psychiques. Et les sensorielles, c'est qu'on a l'impression qu'on me parle à l'extérieur. Et les hallucinations psychiques, c'est quelqu'un a pris possession de mon cerveau et me parle à l'intérieur de ma tête. Quand on parlait tout à l'heure des schizophrènes ou des délirants en général qui peuvent avoir des barrages, alors des fois, justement, ils regardent comme ça sur le côté, et quand ils regardent des fois sur le côté, ou quand ils ont un mouvement des yeux, c'est que souvent, ils demandent à la voix la permission de répondre, ou ils attendent déjà que la voix réponde. La voix est souvent assez cynique, assez ironique, ils les critiquent beaucoup. Peut-être elle critique la personne en face, tu devrais lui dire ça, tu devrais lui dire ça. Voilà, puis une fois que la voix a parlé, qu'ils ont l'autorisation de répondre, ou la voix a parlé, à ce moment-là, ils se mettent à répondre. On appelle les attitudes d'écoute. On voit ça souvent dans la rue, moi j'en vois beaucoup dans la rue. Des gens qui ont des attitudes d'écoute, qui regardent comme ça, puis qui sourient, par exemple. Quand la voix est sympathique, ils sourient, ils rigolent avec, mais souvent la voix est assez cruelle. Alors souvent, par exemple, c'est un problème d'expertise. Par exemple, quelqu'un a balancé une chaise sur quelqu'un, ou quelqu'un a fait quelque chose sur quelqu'un, et finalement, ou quelqu'un se jette par la fenêtre, quelque chose comme ça. Il faut passer du temps souvent pour s'apercevoir que c'est la voix qui lui a commandé de se jeter par la fenêtre. Okay, ça doit être tellement particulier. Voilà, j'ai eu une expertise comme ça, effectivement, d'une patiente qui s'était jetée par la fenêtre. C'était une plainte contre un hôpital. Et après moult discussions et tout ça, non, la personne n'était pas une grande dépressive. Non, c'est pas ça. Elle a eu simplement une voix qui, à un moment donné, lui a dit, c'était pas par dépression, c'était pas pour se suicider, c'était une voix qui lui a dit de se jeter par la fenêtre. Et ça me fascine aussi l'idée de comment est-ce que c'est relié directement au fait, par exemple, qu'il lève les yeux. Comment est-ce que vous avez remarqué ça? Comment est-ce que tu te rends compte de ça? C'est juste statistiquement, ils le font. Parce que moi, ça me fascine aussi l'impact de la pensée sur le langage corporel. Donc ce truc-là est hyper intéressant. Qu'est-ce qui fait que c'est genre le lever de regard, on se dit, ok, là, à ce moment-là, ils sont en train de parler avec cette voix-là, il y a une communication différente. Oui, bah c'est comme si ils écoutaient. C'est comme si ils écoutaient quelqu'un qui leur parlait par derrière, qui leur parlait. Ils tendaient l'oreille, en fait, en quelque sorte. Je sais pas comment dire, mais ça se voit à un moment quelqu'un on l'observe et on voit qu'il est en train de communiquer avec quelqu'un d'autre. Ce qui est fascinant, c'est que le schizophrène ne sait pas. Enfin, il pense que cette voix est réelle, quoi. Enfin, est-ce qu'il comprend qu'il est malade à ce moment-là? Est-ce que c'est une névrose ou une psychose, du coup, non? Jamais totalement. Voilà. Mais toujours entre les deux, quoi. Voilà. Soit il pense vraiment que ça vient de l'extérieur et vraiment on lui parle, on a pris possession de son cerveau. Voilà. Mais même quand c'est des voix, par exemple, qui ne veulent rien dire, c'est des interjections, c'est des trucs qui sont pas spécialement menaçantes, qui sont pas spécialement critiques, même des mots qui veulent rien dire, tout ça, ils sont pas complètement persuadés que c'est une fabrication de leur cerveau. Okay. C'est très dur de les raisonner à ce sujet, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui le reconnaissent, mais c'est pas majoritaire. Ouais. Après, j'imagine qu'il y a peut-être des différences. C'est normal, parce que parce que eux, si on leur demande ce qu'ils pensent pas ça. Okay. Voilà, c'est normal. Donc, ça leur paraît étranger. C'est ce qu'on appelle l'automatisme mental, c'est-à-dire ça leur paraît une intrusion qui correspond pas à ce qu'ils pensent réellement. Donc, c'est normal qu'ils aient du mal à le reconnaître, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça arrive souvent la plupart des pensées sont automatiques. C'est-à-dire que quand on pense, la plupart du temps, par exemple, imaginons que je renverse un verre par terre, je vais naturellement me dire « Merde, putain, j'ai fait de la merde » ou « Putain, j'en ai mis partout ». C'est pas moi vraiment qui ai décidé de penser ça, c'est une pensée qui est venue automatique, mais je vais avoir quand même cette sensation que c'est moi qui ai pensé. Je vais comprendre que c'est quelque chose que j'ai créé. La différence en tout cas que je remarque chez un schizophrène, c'est que la pensée, il a beau l'entendre, il a l'impression que ça ne vient pas de lui, quoi.
Ou c'est même pas une pensée. Enfin, c'est comme s'il entendait vraiment quelque chose. C'est une hallucination, ça va même plus loin qu'une pensée. Oui, alors il y a l'intermédiaire dans l'automatisme mental, c'est les phobies d'impulsion. C'est par exemple les gens qui ont des pensées scandaleuses, qui ont des envies violentes, qui leur passent par l'idée, qui sont complètement en désaccord avec la situation. Mais ça, c'est même très fréquent, non? Mais typiquement, je crois que quand on est petit et qu'on a envie d'ouvrir la portière quand on est dans la voiture et qu'on le fait pas et qu'on a ce truc de j'ai envie mais j'ai pas envie, c'est pas un peu une espèce de phobie d'impulsion? Voilà, c'est ça. Très légère, ouais. C'est une phobie d'impulsion. Ça sent le vécu, voilà. Charlie. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment briser l'harmonie, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui se passe bien et on a une envie de briser l'harmonie. C'est vrai qu'on a tous ça. On a tous un peu vécu ce truc-là. On a tous vécu ce truc-là. Hein. Ben ça, par exemple, les gens savent, ils sont pas psychotiques, ils savent que ça vient d'eux. Mais c'est quand même étrangement étranger parce que normalement, ça devrait être harmonieux, ça devrait bien se passer, ça devrait... pourquoi, tout d'un coup, on a envie oui, c'est ça, moi j'appelle ça briser l'harmonie, quoi. Et du coup, l'harmonie nous paraît insupportable. Une sorte de fantasme malsain de... C'est ça, oui, c'est un fantasme malsain. J'ai fait une vidéo sur ça, il y avait plein de gens qui me disaient, moi ça me fait ça quand je suis au volant. Quand je conduis ma voiture, je me dis pourquoi est-ce que si je mets un coup de volant à gauche, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de trucs t'as envie de le faire et tu sais que tu le feras jamais. T'es au bord d'un pont et tu dis, si je sautais, qu'est-ce que ça ferait? C'est ça. C'est pas un peu la base du vertige après, tu te dis. Alors ça, le vertige, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est le sentiment, enfin, c'est très sartrien, c'est le sentiment d'angoisse. Ok. C'est-à-dire savoir qu'on peut faire quelque chose. On est capable de tomber de... Voilà, le vertige, lui, il explique ça comme ça, enfin. Je sais pas si c'est totalement ça, mais il explique ça comme le sentiment de liberté que si on veut, on saute. Ok. Alors peut-être que ça rapprochait de la phobie d'impulsion, hein, qui est un sentiment de liberté. Si je veux, moi, je tourne le volant, puis voilà, hein, je suis libre. Tout à l'heure, tu parlais de ton paradigme qui était réparer sa vie. C'est vraiment ce qui définit ta façon de faire de la psychiatrie, je pense. Comment est-ce que tu l'implémenterais dans la vie? Comment est-ce que tu rendrais ça plus concret, d'une façon générale? Et est-ce que c'est pas un peu du coup forcément en opposition à des choses très glorifiantes mais pas forcément efficaces comme la confiance en soi, comme le développement personnel peut-être de façon générale? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ça m'intéresse ton avis là-dessus. C'est un truc qui s'est dégagé des entretiens avec les patients. Je me suis dit au bout d'un moment, je peux pas me contenter de recevoir les plaintes des patients, même si j'écoute les plaintes, même si je compatis, c'est pas suffisant. Voilà, même si la personne ça va mieux à un moment parce qu'elle se dit voilà un type, c'est un psychiatre, il est important, il s'est penché sur mon cas, donc ça va mieux, ça me remet du baume au cœur. C'est quand même que du baume. Voilà, c'est pas suffisant. Voilà, je me suis dit, moi, ce qui me plairait, c'est, avec les patients, orienter la discussion vers quelque chose de créatif, de dynamique, c'est-à-dire comment la personne va réparer sa vie. T'as remarqué que t'as des patients qui venaient te voir simplement pour, entre guillemets, te parler de leurs problèmes, mais sans plus, quoi. Un patient, il aime bien être consolé. Et il aime pas trop être contredit. Il préfère qu'on lui donne raison. Voilà, il préfère qu'on lui donne raison. Voilà. Or, effectivement, je peux pas lui donner raison parce que s'il avait raison, à ce moment-là, il serait heureux. Il y a la phrase de Tolstoï. Il a raison, celui qui est heureux. Bon, donc forcément, il a tort quelque part. Bon, je pars de ce principe-là. Ça veut pas dire que j'ai raison. Mais ça veut dire que lui, il a pas forcément raison. Ça veut dire que ton paradigme est bien plus positif pour ta vie que le sien, et s'il vient pour avoir un paradigme positif, ça veut dire qu'il pense mal, ou il se raconte la mauvaise histoire par rapport à... Moi, j'ai l'impression alors ça veut pas dire que je suis persuadé d'avoir la bonne histoire, mais ça veut dire que ça vaut le coup d'essayer de changer d'histoire. Ouais, parce que... de se raconter un peu autre chose, de temps en temps, d'alterner avec autre chose. Parce que oui, la bonne histoire n'existe pas en réalité. Enfin, il n'y a pas de bonne histoire. Ça serait outrecuidant d'imaginer qu'on a vraiment la bonne histoire. Voilà, chaque personne il y a je sais pas combien d'écoles, chacun ayant sa propre conception de la condition humaine. Donc chacun développant une psychothérapie une fois qu'il a établi ce que c'était que la condition humaine. Parce qu'on établit la condition humaine, après on se demande comment l'améliorer. Donc il y a je sais pas combien d'écoles, il y a je sais pas combien d'histoires à raconter. Moi, je dis simplement que mon histoire, mes propres idées, c'est parmi d'autres idées. Voilà. Okay. Mais ça me permet d'orienter la personne vers la réparation. C'est-à-dire, la personne, par exemple, a un problème. J'essaie de déterminer, par exemple, est-ce qu'elle a reçu une mauvaise nouvelle? Est-ce que dans son avenir, il y a des choses qui sont trop décourageantes, qui sont trop désespérantes? Parce que la majorité des sentiments, c'est quand même vers l'avenir. La majorité est trop désespérée, elle ne sait pas comment la réparer. Donc, j'essaie de discuter avec elle des stratégies
des stratégies de réparation de son avenir. Qui, elle, doit aller voir pourquoi elle ne va pas le voir, pourquoi, effectivement, elle ne se renseigne pas, pourquoi... voilà, en sachant aussi que ça dépend de sa volonté. Voilà, parce que si ça dépend pas de sa volonté, si la personne dit « je peux pas », c'est pas curable. Parce que ça dépend de la volonté des autres. Donc, il faut que la personne dise « je veux pas ». Par exemple, je veux pas, non, je veux pas aller voir telle personne parce que cette personne me déplaît. J'ai pas envie de lui faire des courbettes, j'ai pas envie de me compromettre, j'ai pas envie. Alors là, on peut commencer à discuter si ça dépend de sa volonté. Oui, est-ce que vous pourriez pas quand même faire un effort? Est-ce que vous pensez que la personne est quand même intéressante, elle peut quand même vous être utile, voilà. C'est-à-dire, les stoïciens ont posé comme échelle de responsabilité ce qui dépend de moi, ce qui dépend pas de moi. Et moi, mon échelle de responsabilité, c'est ce qui est réparable ou ce qui n'est pas réparable. Alors, il y a des choses qui sont pas réparables, comme par exemple, on parlait de l'état de stress post-traumatique, par exemple. Je pense que c'est pas facilement réparable, il faut du temps, tout ça. Mais il y a des choses, par contre, qui sont réparables. Il y a des choses qui sont réparables soi-même. Et même si c'est les autres qui nous ont mis dans la gêne, qui nous ont mis dans cette situation, c'est quand même à nous de réparer et à faire les démarches. Alors, le principe de la psychothérapie, c'est effectivement de discuter avec les gens, pourquoi ils veulent pas le faire, à quelles conditions ils voudraient le faire, qu'est-ce qui pourrait les consoler dans la vie, qu'est-ce qui pourrait faire de bien, qui leur ferait oublier cette mauvaise nouvelle. Enfin, voilà, c'est effectivement une réparation de l'avenir. Alors, il y a des choses qui sont pas réparables. Si, par exemple, la personne a un deuil, c'est pas réparable. Et voilà, ouais, quand Voilà. tu disais que le stress post-traumatique n'est pas réparable, c'est pas la pathologie en elle-même, hein. C'est ce qui s'est passé. C'est pas réparable avec cette technique. Ok. Voilà. Moi, ma technique, elle est directement qu'est-ce que je peux réparer. C'est sûr que si j'ai vécu un état de stress post-traumatique et j'ai des intrusions qui se font à mon dépend dans mon vécu dans la journée, je revois des scènes et tout ça, c'est sûr qu'il faut utiliser d'autres techniques que ma technique. Voilà. Ou si une personne est complètement effondrée à la suite d'un deuil, c'est sûr que c'est pas réparable comme ça. On peut pas remplacer quelqu'un qui est mort par quelqu'un d'autre. Oui. Voilà. Ouais, Mais il y a quand même, au milieu de tout ça, au milieu de tous les malheurs qui peuvent nous arriver, il y a quand même pas mal de malheurs qu'on peut essayer de réparer nous-mêmes. Si on veut le faire, si on accepte de le on faire. revient sur la volonté de la personne. Il faut vouloir. Ouais. Est-ce que tu te rends compte que à notre époque, les gens viennent de plus en plus te voir pour plus se plaindre sans pour autant vouloir des solutions? Si c'est une époque de victimisation par rapport à avant, je sais pas trop. C'est possible. Je pense que les gens, quand ils vont voir un psychiatre, ils vont voir un psychiatre pour que le psychiatre leur donne raison. Et donc, il faut agir avec tact. Donc, c'est pour ça que je parle de Socrate, parce qu'en fait, il affrontait jamais frontalement les gens, il se contentait de poser des questions, il orientait les gens avec des questions. Voilà. Mais on peut pas La maïotique. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que souvent, Ouais, bien sûr. on n'a plus envie d'écouter ce discours-là et on a envie d'imposer un autre discours. Ça, c'est un gros défaut. Ça, je reconnais que c'est un gros défaut. Il faut rester vraiment en retrait avec des questions, voilà. C'est un nom, ce truc-là. Ça s'appelle l'entretien épistémique, d'ailleurs. Oui, sûrement, ouais. Il y a un Américain qui fait ça super bien. Ok. Je le mettrai dans la description. Il s'appelle Anthony, mais je sais plus son nom de famille. Il aborde des gens dans la rue. Ok. Et en fait, il leur fait changer d'avis. Mais en 5 minutes, donc il a un chronomètre, il me dit, est-ce que tu permettrais qu'on discute ensemble, etc. Ça va souvent être des gens qui vont être très croyants ou qui vont avoir des croyances très arrêtées sur le monde, parfois des gens très complotistes. Et en 5 minutes, simplement en leur posant des questions, à la fin, la personne, elle regarde vers le ciel, puis elle se dit, ah bah t'as raison, je vais réfléchir en fait. Peut-être que mes croyances sont pas si fondées que ça. Et après, la personne part et hop là, il coupe son chrono, 5 minutes. Et il C'est part. Socrate dans l'Agora. Hein. Il Ouais, descendait à c'est l'Agora. exactement. Puis il choisissait des cibles. S'il était un peu iconoclaste, alors il choisissait des cibles qui étaient un grand militaire, un grand politicien, tout ça. Il faisait la philosophie du langage, c'est-à-dire il les réinterrogeait sur le sens qu'il donnait à tel mot. Voilà, il faisait semblant d'être d'accord, il faisait semblant d'être humble. Bon, on parlait de manipulation, oui, il en rajoutait, il faisait semblant d'être petit par rapport à l'autre en face et tout ça. De ma place modeste, j'ai envie de poser telle ou telle question. Il arrivait à retourner la personne
il arrivait à retourner la personne comme ça. Ah, c'est génial. J'ai envie de voir les vidéos du mec, du coup, ça inspire de ouf. C'est trop intéressant. Ouais, c'est Et incroyable. ouais, carrément. Ah, c'est génial. Et c'est très dur parce qu'il faut vraiment s'effacer, il faut vraiment couper Ouais, son ego. il faut accepter de s'effacer, ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu dois vivre en permanence en étant psychiatre. Bah, j'essaye de m'y contraindre, mais des fois, je fais des erreurs, quoi, parce que des fois, je m'efface pas assez. Tu vas dire une phrase de trop et après tu vas te dire mince. J'aurais Voilà, peut-être c'est pas dû ça, dire ouais. c'est ça, oui. Mais il faut vraiment s'effacer et on peut vraiment poser des questions. On peut vraiment s'en tenir simplement aux questions sans jamais donner son avis sur quelque chose. Est-ce que t'as pas l'impression que des fois ça frustre les patients qui viennent te voir? Ils ont pas envie, ils essaient pas de choper un peu des réponses. Si. Ouais, je sens qu'il y a ce truc-là. Ils veulent quelqu'un de paternaliste, ça arrive, oui. Ouais. Ouais, ils veulent quelqu'un de paternaliste. Ouais, carrément. Ok. Voilà. Mais bon, moi, c'est pas mon truc. C'est pas la bonne solution. Voilà, je fais pas mon truc, c'est de dire par exemple à telle personne, mais non, je suis sûr que je comprends, bon, qu'il faut être bienveillant. Bon, je comprends qu'il faut dire à la personne, oui, vous inquiétez pas, ça va aller. Moi, je crois en vous. Moi, je crois que ça va s'arranger, tout ça. Voilà. C'est vrai que c'est des paroles qui font du bien. Moi, j'ai ce mauvais réflexe de toujours chercher une solution. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment mauvais? Ou est-ce que un mauvais réflexe, est-ce que ça dépend peut-être des patients? Peut-être qu'il y a des patients qui vont chercher justement à avoir juste du baume au cœur et qui vont pas essayer de prendre Oui, ça dépend des gens. certaines responsabilités. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont peut-être chercher plus des solutions. Oui, c'est vrai que ça dépend des gens, ouais. Moi, avant, quand j'avais des consultations externes, je disais aux gens, voilà, moi, je travaille comme ça. Je vais plus vous parler de votre avenir que de votre passé. Parce que le passé, vous êtes moitié responsable de votre passé. Bien sûr, il y a des choses que vous avez enclenchées vous-même, mais vous pouvez pas les changer. Donc, alors que l'avenir, il est normalement ouvert. Donc, je vais plutôt m'attaquer à ce que vous pouvez changer plutôt que ce qui a eu lieu. Voilà. Je leur disais ça. Donc, d'aujourd'hui, je peux comprendre que, étant donné qu'il existe plein de théories différentes, je peux très bien comprendre que vous allez voir quelqu'un d'autre. Parce que si vous avez envie, par exemple, de raconter ce qui s'est passé, si vous pensez que ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire en racontant ce qui s'est passé, du coup, ça s'arrange, les choses s'arrangent. Voilà. J'aurais dit non, moi je préfère aller directement à l'essentiel. C'est-à-dire, vous avez un problème dans l'avenir, il y a quelque chose qui s'annonce mal, il y a un environnement qui sera pas plaisant. Comment vous allez faire pour que votre environnement soit plus agréable à vivre, soit plus supportable, soit moins pénible? C'est carrément l'inverse de la psychanalyse. On est clairement sur un opposé, en vrai, c'est intéressant de ouf. Alors, la psychanalyse, bon, moi j'ai un certain respect pour la psychanalyse, hein, mais Ouais, c'est vrai que la psychanalyse, on n'est pas dans la recherche de solutions. Ouais. La personne s'allonge, on a tout son temps, et on attend que ça vienne. On Voilà. parle beaucoup du passé, pour le coup. On va vachement chercher dans le Alors, passé. normalement, parler du passé, c'est un... Alors, dans la psychanalyse, on est dans un état semi-hypnotique. Ah bon? La psychanalyse, on est pour justement, pour ne pas censurer ce qu'on a à dire, on dit des bêtises, comme disait Lacan. On dit n'importe quoi, tout ce qui passe par la tête. Alors, c'est pas spécialement le passé. Ouais, ok. Tu vois, les gens qui disent ah tiens, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, j'ai ça et ça à la reprocher, pour moi, c'est pas de la psychanalyse. La psychanalyse, on dit des choses qui n'ont ni queue ni tête. On s'allonge et on dit des choses qui sont ni queue ni tête. Et c'est pas Ça le. permet d'entrer dans une certaine transe, effectivement. Ce qui compte, c'est pas le sens de ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on appelle les phonèmes, c'est-à-dire en fait les mêmes sons qui reviennent, les mêmes trucs qui reviennent, voilà. D'accord. Ça, D'accord. c'est le fonctionnement de la psychanalyse qui a été un peu dévoyé après, parce qu'on a appelé psychanalyse, quand on voit un film américain, par exemple, ils sont tous les deux debout, il y en a un qui va sur la commode, qui s'assoit sur la commode, qui s'assoit ensuite, qui discute comme ça. Non. Pour moi, ça, c'est pas la psychanalyse. La psychanalyse, c'est ce qui, chez Freud, a remplacé l'hypnose. Il s'est aperçu que c'était pas la peine d'hypnotiser les gens, il suffisait de les écouter parler, et que ça revenait au même. Je précise qu'il hypnotisait très mal. Ah ouais. Il mettait des gens sur des tabourets, Oui, Freud, il faisait sûrement. tu dors, et si ça marchait pas, il passait à la personne Ah, Oui, d'après. oui, sûrement. C'est possible. C'est possible. Mais alors justement, moi j'ai été traumatisé par la psychanalyse dans mes études de psycho. J'ai fait 3 écoles de psycho, enfin 3 facs de psycho différentes. Dans les 3 facs de psycho, la psychologie clinique, c'était la psychanalyse. Il n'y a pas de différence. Alors qu'en psychologie clinique, bah, il y a de l'hypnose, il y a des TCC, il y a tout ça, il y a des choses beaucoup plus, d'ailleurs, scientifiques, beaucoup plus rationnelles, méthodiques, rationnelles, etc. Mais pour eux, c'était de la psychanalyse. Et puis, ils nous sortaient des trucs. Je sais pas, je devais avoir des profs assez particuliers. Ils nous sortaient, par exemple, alors je me souviens, un prof qui, après, je suis plus jamais retourné à son cours,
il commence à nous sortir un bouquin de Freud. Il nous dit, si vous ne faites pas des crimes aujourd'hui, c'est parce que vous avez intégré la société, entre guillemets. Voilà, vous avez intégré des principes sociaux, etc. Mais s'il n'y avait pas ces principes sociaux qui vous faisaient peur, on serait tous criminels. Par exemple, lui, il dit, je suis intimement persuadé qu'on a tous envie soit de se faire violer, soit de violer les autres. Le mec sort ça. Tu es parti après et ça. tous les élèves commencent à dire oui de la tête, comme ça. Et moi, je suis mais qu'est-ce qu'il raconte? Et il était clairement anti-science. Donc, voilà, il disait que toutes les thérapies un peu plus analytiques, telles que les TCC, c'était des trucs abominables qui réduisaient l'homme, même les neurosciences, qui réduisaient l'homme à des machines, etc. C'était juste de la psychologie comportementale nulle et tout ça. J'ai l'impression qu'on parle de psychanalyse, du coup, c'est poser des questions, c'est dire des trucs incohérents. Mais moi, la seule théorie que j'ai lue par rapport à Freud, c'est la théorie sexuelle, de la sexualité infantile, avec les 3 stades de l'enfance, etc. Et j'ai l'impression que quand tu apprends cette théorie de la sexualité infantile, bon, déjà, il n'y a aucune preuve que ce soit réel. Et derrière, tu peux... Alors, moi les interros de psychanalyse, c'était mes préférés. Parce que c'était facile, quoi. Il fallait juste intégrer la théorie psychanalytique de Freud. Et derrière, je pouvais interpréter ce que je voulais, quoi. Par exemple, il nous montrait une femme en dépression. Je disais, mais c'est parce qu'elle vit seule avec son enfant. Donc, il y a l'absence d'un père. Et donc, elle a envie de coucher avec son enfant. Et donc, du coup, à cause de ça, elle rentre en dépression pour régler le complexe d'Oedipe. J'avais 14 sur 20. Voilà. Alors que vraiment, juste dans ma tête, c'était juste n'importe quoi. Enfin, en tout cas, en fac de psycho, ça m'a traumatisé, moi, un peu la psychanalyse. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai arrêté psycho. C'était vraiment à cause de ça, quoi. Qu'est-ce que toi, tu penses aujourd'hui de la psychanalyse, de comment est-ce qu'elle est utilisée Moi, j'aurais tendance à croire qu'on peut être dans des états semi-hypnotiques. En psychanalyse, en psychanalyse, et qu'on peut effectivement dire un peu tout ce qui passe par la tête, et qu'après, on est à moitié sonné quand on sort de la séance. Ça m'est déjà arrivé. Parce que j'ai commencé, moi... au départ, je connaissais même pas Freud. J'ai été voir un psychanalyste parce que j'avais du mal à vivre. Mais est-ce qu'il utilisait la théorie sexuelle de Freud ou plus du tout? On parlait pas de théorie sexuelle. On faisait pas de théorie. Je m'allongeais, je disais tout ce qui me passait par la tête. Ok. Et après, je me levais, j'étais à moitié sonné. Et j'étais dans un état un petit peu bizarre, quoi. J'avais dit ce que j'avais à dire, mais voilà, c'était étrange, quoi. T'étais en transe. Et ça, je peux comprendre que au fur et à mesure, c'est comme un pulse qu'on reconstitue, on arrive peut-être à retrouver des scènes traumatiques ou pourquoi pas. Hein, je suis pas contre ça, cette idée-là. Voilà. Ce que je reproche, moi, c'est le dévoiement qui en a été fait. C'est-à-dire ensuite faire des interprétations psychologiques des choses. Je pense que la psychanalyse, ça doit rester sur le divan, ça ne doit pas bouger de là. Et par exemple, à un moment donné, j'allais beaucoup au Sénégal avec des copains et ils voulaient absolument, c'était des psychanalystes, ils voulaient absolument faire rentrer les rites africains comme le end-up voilà, dans la psychanalyse. Alors qu'en fait, non, en Afrique, ils sont plus existentialistes. Voilà, ils ont plus une théorie existentialiste que véritablement psychanalytique. Ok. Donc toi, la psychanalyse, celle que tu l'as apprise à l'époque, en tout cas, c'était vraiment comme une sorte de... Tu rentrais sur un divan et tu rentrais dans une sorte de transe via des questions un petit peu étranges qu'on te posait ou simplement via des mots au hasard que tu sortais. Tu rentrais dans une forme de transe et à travers cette transe, pouvait ressortir certaines informations utiles pour une thérapie, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, donc donc rien à voir avec ce que j'ai appris à la fac et ce que mes profs m'apprenaient à la fac sur la théorie de la sexualité infantile. Moi, en fait, de ce que j'avais compris, c'était on questionnait le patient sur sa vie et derrière, on essayait de réinterpréter ce qu'il nous disait via ce prisme de la théorie de la sexualité infantile. D'accord, ok. Moi, ça m'a... Non, moi, je suis contre... je suis contre. Si je peux me permettre, pour moi, la psychanalyse, c'est toujours resté, ça reste toujours au niveau du divan. Moi, je l'ai fait d'un point de vue pratique. Ça a moyennement marché, mais je me suis jamais tellement intéressé à la théorie. Ok. Voilà, je suis vraiment resté à la pratique, c'est-à-dire j'y vais, je dis tout ce qui me passe par la tête, j'essaie de ne pas sélectionner ce que j'ai à dire. Voilà, ce que moi j'appelle un état semi-hypnotique. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis après, j'arrive éventuellement à me remémorer peut-être quelques trucs une fois que j'ai dit un certain nombre de choses, j'arrive à peut-être le pulse commence à prendre forme et peut-être à me remémorer au bout d'un moment
un certain nombre de scènes. Être lucide, réfléchir par exemple à ce qui était bien ou pas chez ses parents, pour moi, c'est pas la psychanalyse parce qu'on réfléchit. Donc on n'est plus dans la psychanalyse. La psychanalyse, on ne réfléchit pas. Voilà, alors la psychanalyse, justement, c'est ne pas réfléchir, parce que réfléchir, c'est censurer. J'ai un peu de mal à comprendre ce qu'on appelle maintenant psychanalyse. Okay. Et il faut pas oublier que Freud, était très intéressé quand même par les neurosciences. Il disait la psychanalyse, c'est en attendant qu'on trouve quelque chose de plus scientifique avec les neurosciences. Je crois que ça fait à peu près 1h30 qu'on tourne, pratiquement 1h20, 1h30. J'ai posé une dernière question. C'est un truc qui m'intéresse et qui, je pense, va intéresser beaucoup d'accompagnants, de coachs, de psychologues, de thérapeutes, d'hypnothérapeutes qui me suivent. Si par exemple, moi, quelqu'un vient me voir et il souffre ou même j'ai peut-être un doute qu'il souffre d'une schizophrénie, par exemple, immédiatement, je vais refuser un accompagnement, je vais refuser de l'aider, je vais refuser même de l'hypnotiser, simplement parce que pour moi, ce serait quelque chose de dangereux et c'est pas mon rôle de toucher à ça. Selon toi, quels sont les risques pour les coachs, les thérapeutes, les accompagnants? Parce que parfois, il y a même des professions qui sont pas réglementées. Alors moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est un gros problème, mais hypnothérapeute aujourd'hui, c'est pas réglementé, ça devrait l'être. Via de la psychopathologie de base, de la psychothérapie de base, même une petite formation, comme simplement pour avoir des bases là-dedans, parce qu'il y en a qui parfois exercent sans aucune base théorique. Selon toi, ce serait quoi du coup cette limite à avoir? C'est difficile parce que c'est compliqué à mettre en forme. Si on veut être très rigoureux, maintenant à l'hôpital ou en clinique ou je sais pas quoi, quand c'est un premier épisode délirant, on fait passer un IRM. Ok. Voilà. Pour être vraiment sûr qu'il n'y a pas un problème au niveau du cerveau. Voilà. Il y a aussi beaucoup de problèmes somatiques qui peuvent donner des signes psy qui sont pas forcément très spectaculaires, qui peuvent donner des premiers signes. Voilà. Là, on parlait par exemple de thyroïde, un problème par exemple, quelqu'un qui est sous une dépression, ça peut être un problème de thyroïde, quoi. Ça peut être une thyroïde. Moi, j'ai fait beaucoup d'expertises dans des histoires de plaintes pour les assurances, effectivement. On s'est aperçu après que la personne avait une tumeur. On s'est aperçu de choses comme ça. Je suis intervenu dans des trucs comme ça. Voilà. Après, il faut pas dramatiser. C'est pas hyper fréquent. Ouais, bien sûr. Faut pas non plus. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Heureusement. Voilà. Il y a des pathologies où il vaut mieux qu'il y ait au moins suivi en parallèle par un psychiatre. Par exemple, la schizophrénie, les troubles bipolaires, certains borderline, pas tous, mais certains borderline qui ont particulièrement des désordres émotionnels importants ou des choses comme ça. Il vaut mieux qu'il y ait un psychiatre qui accompagne ça avec des traitements et qui n'hésite pas à intervenir si vraiment la personne, voilà. Je pense que c'est un bon équilibre à trouver parce que le psychiatre n'a pas la disponibilité en temps et intellectuel pour vraiment des fois soigner la personne. L'accompagner, tu disais c'était des séances d'1 quart d'heure, quoi. Il faut quelqu'un qui l'accompagne. Ouais, bien sûr. Alors pourquoi pas effectivement un hypnothérapeute, effectivement, parce que c'est vrai que j'ai jamais pratiqué l'hypnothérapie. J'ai pas mal de gens autour de moi, des psychiatres et des médecins qui ont fait leur formation. Voilà, moi j'ai jamais fait la formation parce que j'ai pris une autre voie, je me suis intéressé à une autre forme de thérapie. Peut-être que les premières consultations, si c'est possible, parce que c'est bien que ça soit fait par un psychiatre. Et puis après, s'il voit qu'il n'y a rien de spécial, que il n'y a ni un problème psychiatrique sous-jacent grave, ni un problème organique grave, à ce moment-là, c'est les thérapeutes qui prennent la suite. Il y a beaucoup de patients qui veulent plus entendre parler de la psychiatrie. Donc ils vont chercher des alternatives. Donc ils vont chercher des thérapeutes, ils vont chercher autre chose. Ça c'est particulièrement vrai pour les bipolaires et ils veulent chercher une autre solution. Voilà. Ils ont partiellement raison, parce que les psychiatres n'ont pas la disponibilité, je peux comprendre. Voilà. Mais souvent ils vont voir et puis c'est clair que quelqu'un qui est bipolaire, c'est pas forcément contrôlable au niveau psychologique. Des fois, les gens déclenchent des mélancolies ou déclenchent des accès maniaques alors qu'il arrive rien de grave spécialement. Ouais, bien sûr. Donc là, il vaut mieux quand même qu'il y a une garantie psychiatrique qui puisse au moins donner des médicaments ou hospitaliser si vraiment les choses vont trop loin. Une couverture psychiatrique, on pourrait dire.
C'est difficile les signes, déterminer les signes d'alerte. Pas de souci, c'est hein. après, Non, Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. des cas par cas, Par quoi. exemple, les signes pour savoir que quelqu'un est bipolaire. Bah, c'est un tas de choses, quoi. Ouais. C'est pas mal de choses. Après, Puis ça va dépendre aussi peut-être du patient, enfin de la personne en tant que moi, je les ai en tête. Je les sens. Ouais, Je bah, les sens, mais j'ai du mal à en faire un inventaire, en fait. Bien sûr. Voilà. Après, depuis tant d'années, ça doit tellement être rentré dans c'est intuitif maintenant presque. dans l'intuition. Oui, quoi. je le sens. Enfin, je le sens que ça va au-delà. Les gens parlent de choses dont ils ne devraient pas parler. Si c'était une simple dépression, voilà. Je sens, par exemple, quand les gens commencent à parler vraiment de grande culpabilité, de grands sentiments d'indignité, de sentiments, je sens que on est quelque chose on va vers quelque chose de bipolaire. Okay. Donc, on va vers quelque chose qui me semble trop difficile à soigner pour un thérapeute, quoi. Merci beaucoup C'est moi qui te remercie. pour toute cette sagesse. Ouais, vraiment, on C'est, était deux passionnés en train de regarder et d'écouter tout ce que tu disais. Donc, Je crois qu'on vraiment on a beaucoup moins parlé aujourd'hui. carrément, donc, mais c'était aussi très cool. Mais c'était Et incroyable. dites-le en commentaire Vraiment. si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Tous les réseaux, je pense que tout le monde est au courant, mais tous tes réseaux sont juste en bas dans la description. Mhm, Lorsque tu auras écrit ton livre, mhm. il sera également en bas dans la description, donc vous pourrez le commander. Je sais pas, quand est-ce qu'il compte sortir ce livre? Il faut que j'ai du temps Ah. devant moi, il faut que je rassemble mes idées, il faut que je m'imprègne aussi de ce qu'ont fait les autres, parce qu'on n'invente rien, on reprend. Voilà. Décidément, je conclus toujours le podcast ici. Il se passe toujours un problème à la fin. Peut-être que ce sera comment on dit déjà? Un running gag. Un running gag, c'est ça. Merci d'avoir regardé ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré. Je pense que tout le monde a adoré la discussion On a qu'il passé y un avait très ici. bon moment, merci Dominique. Voilà, on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. C'était En Conscience, c'était Haïm. À bientôt, au revoir.